Bonsoir à tous. Merci de votre présence et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle consacrée aux perspectives économiques et boursières pour l'année 2016. Donc l'objectif de cette table ronde ce soir est assez simple. Nous allons essayer avec nos 4 intervenants de définir des stratégies gagnantes pour l'année 2016. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Audrey Thiraud et je fais partie de l'équipe des produits de bourse BNP Paribas. Je reconnais dans la salle quelques visages familiers que j'ai pu voir lors d'autres événements BNP Paribas. Je remplace ce soir Mathias Bacchino, qui est le responsable de notre équipe, qui souhaitait être présent, mais qui malheureusement ne va pas pouvoir animer la table ronde ce soir. Donc il s'excuse de son absence. Nous avons la chance ce soir d'être en présence de 4 invités de qualité que je vais vous présenter maintenant. Donc tout d'abord, Nathalie Benatia, économiste senior de BNP Paribas Investment Partners, qui sera notre stratégiste ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Je pense que Mathias a eu peur de la baisse des marchés en fait. Je pense que c'est ça. Il n'avait pas envie de s'y confronter. Ensuite, je vous présente Nicolas Gann, analyste stratégique, analyste graphique senior chez BNP Paribas, que certains d'entre vous connaissent bien car il intervient tous les mardis midi dans notre émission 100% marché. Ensuite, je vous présente François Monnier, qui est le directeur de la rédaction des Éco-Bourses Investir et que vous avez l'occasion de retrouver assez régulièrement sur BFM Business. Et enfin, William De Wilger, directeur de la recherche économique de BNP Paribas, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous ce soir. Bonsoir William. Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ensuite, je vous propose de commencer cette table ronde par un récapitulatif rapide des différents thèmes que nous allons aborder avec nos 4 intervenants ce soir. Donc, l'objectif final de cette table ronde, ce sera d'arriver à déterminer des stratégies d'investissement gagnantes pour l'année 2016. Mais avant cela, nous aborderons différents thèmes. Nous commencerons d'abord par revenir avec François et avec Nathalie sur l'année écoulée, l'année 2015, et essayer de voir ce qu'on peut en retenir. Sur ce sujet-là, Nicolas nous apportera son point de vue graphique également. Ensuite, nous nous demanderons avec William quelles sont les perspectives de croissance pour l'année 2016 et essaierons de répondre à une question que beaucoup d'investisseurs se posent aujourd'hui, à savoir quelle zone géographique privilégier en 2016. Ensuite, Nathalie et William s'interrogeront sur les impacts que nous pouvons attendre cette année, en 2016, des interventions des banques centrales. Ensuite, nous nous prêterons à un petit exercice de prudence avec William, François et Nathalie, en identifiant ensemble les risques que les investisseurs devront surveiller en 2016. Et suite à quoi, nous continuerons notre périple avec Nicolas, qui reviendra sur les stratégies graphiques qu'il identifie pour l'année 2016. Et nous terminerons avec, tout d'abord, la question de l'allocation d'actifs, qui sera traitée par Nathalie. Et enfin, les secteurs et les valeurs favoris de la rédaction d'Investir, dont François nous fera part. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le premier sujet. Que retenez-vous, Nathalie, de l'année 2015 ? Eh bien, que l'année a été particulièrement agitée. C'est vraiment le thème de la volatilité qui a dominé les échanges. Et volatilité pas seulement sur les actions, mais sur toutes les classes d'actifs. On y reviendra, mais on peut citer les devises, où on a eu par exemple une parité euro-dollar qui a évolué entre 1,16 et 1,05. Donc quand même des amplitudes assez marquées pour une variation de l'ordre de 10%, donc vraiment c'est volatilité. Et puis sur les thèmes qui peuvent expliquer cette nervosité des investisseurs, ils ont été, pour résumer, on peut dire qu'il y a eu vraiment 4 thèmes majeurs. La Grèce qui nous a occupé tout au long du premier semestre et pas seulement sur les marchés européens, mais bien sûr en priorité. La Chine qui est arrivée juste derrière, finalement tout se passe comme si
les discussions entre la Grèce et ses créanciers et ses partenaires européens avaient occulté les difficultés en Chine. Le pétrole, là aussi, quelque chose en plusieurs temps, si j'ose dire, mais avec une rechute au cours du second semestre. Et puis, tout au long de l'année, les banques centrales, je crois que ça fait plusieurs années qu'on fait cet exercice de vous rencontrer pour parler des marchés, et on parle toujours des banquiers centraux qui sont restés vraiment sur le pont encore tout au long de l'année, avec des fluctuations liées aux anticipations de leur politique monétaire et à la compréhension par les marchés de leurs différents commentaires. Merci Nathalie. Je m'adresse maintenant à vous, François. Est-ce que ce sont les mêmes éléments qui vous ont marqué, vous, en 2015 ? Je retiendrai trois dates pour 2015 qui résument bien l'année. Le 22 janvier, c'est l'intervention de la Banque Centrale Européenne et qui fait un QE. Le 24 août, le krach chinois. Et le 17 décembre, c'est la hausse des taux de la Fed. Pourquoi ces trois dates ? Parce que c'est des dates qui vous montrent qu'en bourse, en matière d'investissement, vous devez toujours douter. On nous expliquait que c'était impossible que la BCE fasse un QE, que la BCE, c'était pas la Fed, que la BCE avait beaucoup moins de moyens que la Fed, et finalement, la BCE a agi comme la Fed. Le 24 août, vous avez découvert que la Chine, ça se passait pas si bien que ça. Tout le monde disait la Chine, c'est un Eldorado. La Chine, c'est encore plein de croissance. La Chine, c'est là qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et on voit qu'en Chine, ils rencontrent pas mal de problèmes. Ils sont en surproduction et ils essaient d'ajuster tout ça. Ça va prendre une décennie probablement. Et donc on est parti sur plusieurs années extrêmement difficiles. On nous vous expliquait que c'était impossible d'augmenter les taux aux États-Unis, puisque ça faisait 7 ans qu'on vivait avec des taux à zéro, que si jamais il y avait une hausse des taux, il y aurait tout de suite un krach obligataire derrière. Et puis finalement, la hausse des taux, elle a été même réclamée par les investisseurs à la fin de l'année, parce que tout le monde s'est dit, finalement, il faut qu'on arrive à normaliser. Donc 3 événements importants, et 3 événements qui vous montrent que finalement, il faut toujours douter en matière d'investissement, il ne faut jamais avoir des certitudes, puisque on a eu cette belle preuve en 2015. Après, bien sûr, c'est le retour de la volatilité, mais une volatilité qui finalement n'est pas plus élevée que ce qu'on observait au cours des années précédentes. Il y a eu une pause de la volatilité sur les marchés au cours des 3 dernières années. Là, on revient sur une volatilité, j'ai envie de dire, normale. Ça fait partie de l'ADN de la bourse, on le dit souvent. Vous le savez, toutes les 10 séances, vous avez un CAC 40 qui progresse ou qui baisse d'au moins 2%. Et ça, c'est depuis la création de l'indice. Donc c'est un retour de la volatilité tout à fait normal. Événement aussi important en 2015, il y a eu beaucoup d'opérations de fusion et acquisition. Les Français ont été à la manœuvre, mais on a quand même perdu quelques fleurons. Il faut savoir que dans le CAC 40, il y a de plus en plus d'entreprises dont les sièges ou dont les centres de décision ne se passent plus à Paris. Ça, il faut le noter. On a eu quand même le cas d'Alcatel, Lucent, Nokia. Donc là, on voit bien que le centre de décision, il n'est plus vraiment là. On a eu Lafarge-Holcim, une opération extrêmement compliquée pour les actionnaires. Mais on le voit bien que le centre de décision, il est parti en Suisse. Donc il y a quand même des opérations menées par des acteurs français. On a eu une belle preuve avec Air Liquide aux États-Unis, mais on a perdu quelques centres de décision au sein du CAC 40. Et donc c'est quand même une année marquée par de fortes opérations, pas toujours en notre faveur, il faut le reconnaître. Et puis bien sûr, c'est la baisse de l'euro, j'ai envie de dire enfin, elle était très attendue, et là on a été plutôt agréablement surpris, parce que ça donne quand même une bouffée d'oxygène, que ce soit aux indices, mais aussi aux entreprises françaises, européennes qui exportent, puisque l'euro a perdu 10% au cours de l'année 2015. Et puis toujours la chute, l'effondrement des cours du pétrole. Ça a commencé en 2014, juin 2014, ça s'est poursuivi tout au long de l'année 2015, puisqu'en 2015 on a perdu 35%. On continue, la glissade continue parce qu'on perd encore une vingtaine de pourcents en 2016. Donc résultat, on a déjà perdu quasiment plus des 3/4 par rapport au plus haut de juin 2014. Donc on est sur un effondrement et une reconfiguration en matière d'allocation d'actifs, puisqu'on a, on va dire, pendant une décennie, c'était simple. En bourse, il fallait investir sur les matprum, il fallait investir sur les sociétés présentes dans les pays émergents, notamment en Chine, et il fallait être présent dans l'énergie. Et là, on le voit, c'est ces secteurs qui sont plutôt malmenés, et donc ça amène à changer vos positions dans vos portefeuilles. Merci François. Maintenant, je me tourne vers vous, Nicolas. Si on revient sur l'année 2015, quelles sont les configurations graphiques
qui selon vous ont été les plus marquantes? Je pense qu'on a des slides pour cette partie. Exactement. Alors, je vais peut-être me lever, ce sera plus facile pour commenter les graphiques. Alors, voilà. J'ai sélectionné 3 graphiques qui sont vraiment marquants et qui ont été marquants au cours de l'année 2015. Le premier, c'est le graphique de l'Eurostoxx 50 de très long terme. Donc on le voit ici depuis 2000. Et on a cette oblique baissière de 15 ans. Donc on le voit ici sur les plus hauts de 2000, les plus hauts de 2007 et les plus hauts de 2015 ici. Donc on a notamment échoué à franchir cette oblique de février à août 2015. On le voit ici très bien sur le graphique. Donc ça, c'est un graphique qui représente la tendance de très long terme qui reste baissière sur l'Eurostoxx. Et on a un autre point intéressant, c'est le niveau ici des 3000 et des 3003, puisque là, on voit très bien la polarité du niveau sur le graphique. 3000 qui était en mensuel un niveau de résistance depuis la crise financière, depuis novembre 2008 jusqu'à octobre 2013. Ensuite, on a franchi ce niveau en octobre 2013. On n'est jamais repassé en dessous en clôture mensuelle. On le voit ici très bien sur le graphique. On a oscillé entre 3000 et 3003 de octobre 2013 jusqu'à janvier 2015. Et on est finalement sorti par le haut de ce rectangle lors de l'annonce de la Banque Centrale Européenne de l'implémentation de son QE, donc le 22 janvier 2015. Et on a eu un signal d'achat donné sur les actions européennes au premier semestre 2015. Donc on voit que le marché a progressé assez rapidement vers 3700. Et lorsque ces rachats d'actifs sont devenus effectifs, on a commencé à rebaisser. On est revenu sur les 3300 et le marché est repassé en dessous des 3300. On est revenu aujourd'hui dans le range de trading 3000-3003 qu'on a vu de octobre 2013 à janvier 2015. Donc en gros, grosso modo, le marché se traite 10% en dessous du niveau d'implémentation du quantitative easing, qui peut paraître comme une anomalie, mais c'est une réalité de marché. Donc on revient sur des niveaux de support majeur long terme, notamment le niveau des 3000 sur l'Eurostoxx, on le voit ici. Donc pour schématiser, en gros, sur ce graphique, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'Eurostoxx est entre 3000 et 3003, on est plutôt dans une configuration long terme neutre. On peut monétiser ce range 3000-3003, ça a très bien marché de octobre 2013 à janvier 2015. Si on refranchit 3003, on aura de la place pour aller rechercher cette oblique baissière de long terme qui passe aujourd'hui autour de 3600, qui est une sorte de cap du marché à la hausse. Et si on casse les 3003 de manière significative, c'est-à-dire en clôture mensuelle, il se pourrait qu'on rentre dans un marché structurellement baissier et qu'on revienne chercher des niveaux comme 2740. Donc aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est autour de 3000. Donc il y a un support majeur de long terme depuis octobre 2013, puisqu'on n'a aucune clôture mensuelle en dessous de 3000 depuis octobre 2013. Donc on est vraiment à la croisée des chemins sur les actions européennes, malgré la baisse de l'euro-dollar, malgré la baisse du pétrole, mais la baisse du pétrole qui inquiète les marchés d'une certaine manière, puisque ça baisse un peu trop vite pour le marché. Donc on revient sur ces niveaux d'accumulation qu'on a connus depuis octobre 2013, donc vraiment un niveau à surveiller, le support majeur des 3000. On est revenu aussi sur les supports majeurs, on le verra plus tard, sur le S&P et sur le Nikkei et sur la plupart des indices mondiaux. Voilà, donc ça c'était une configuration marquante en 2015. Donc la deuxième configuration intéressante en 2015, c'était l'euro-dollar. Donc on avait cette tendance baissière très forte au deuxième semestre 2014. On s'est stabilisé au premier trimestre 2015 sur 1,05. Donc on voit ici une figure de renversement court terme qui s'est construite sur 1,05, clôturée par le haut sur le franchissement des 1,09. Et on avait ce point de revente intéressant à partir de mai 2015, qui a très bien fonctionné tout 2015, donc qui est la résistance majeure des 1,15. Et on a construit donc cette figure de continuation baissière qui est très identifiée dans le marché, qui s'appelle un triangle ascendant baissier, donc qui s'est construit des plus bas de janvier 2015 jusqu'à la sortie par le bas ici en octobre 2015. Et on voit bien que cette sortie, en fait, donc ça c'est une figure de continuation baissière, donc on s'attendait à une sortie par le bas. On est sorti par le bas et on est revenu chercher 1,05 en décembre, ce qui était de nouveau la cible baissière, qui était un niveau de prise de profit sur l'euro-dollar. On est remonté sur indice 50, qui est la zone qu'on considère d'un point de vue technique comme une zone de revente idéale sur l'euro-dollar, et on continue d'anticiper un retour sur 1,05 d'ici à la fin du premier trimestre 2016. Donc vraiment une configuration très propre sur l'euro-dollar, une figure de continuation baissière qui s'est fait à contre-tendance de ce qu'on a vu au deuxième semestre 2014 et qui a fini par sortir par le bas en octobre 2015. Et le dernier graphique, c'est évidemment le pétrole. Donc là, on a eu vraiment une configuration très similaire à ce qu'on avait vu au deuxième semestre 2008 et au premier trimestre 2009, avec un très gros signal de vente donné ici
sur la rupture de l'oblique haussière long terme sur le pétrole. On a baissé très fort, donc là c'était, pour être honnête, très difficile à anticiper d'un point de vue graphique. On s'est arrêté en début 2015 sur les $47. On est remonté, on a fait une figure de continuation baissière aussi de type biseau ascendant qui était clôturée par le bas de manière assez propre. On est revenu chercher les plus bas qu'on avait atteints en 2008, c'est-à-dire $40, et là on a traversé $40 à la baisse. Alors là c'est vraiment une situation technique très incertaine sur le pétrole, puisque d'un côté il n'y a plus aucun support important jusqu'à $20, on le voit ici sur le graphique, il faut vraiment remonter sur du très long terme pour trouver des niveaux de support, mais de l'autre côté on a des oscillateurs qui sont survendus, notamment si on regarde le RSI, la stochastique, on est survendu, ça veut dire que la vélocité à la baisse est quand même très importante, c'est un peu exagéré d'après les oscillateurs, et ça diverge à la hausse aussi entre les points bas qu'on a fait début 2015 et les points qu'on fait actuellement. Ça veut dire qu'on fait des nouveaux plus bas, mais la vélocité à la baisse a diminué. Donc on a d'un côté des oscillateurs qui divergent à la hausse, et de l'autre côté on a une tendance qui reste baissière, aucune figure de retournement qui se construit sur le pétrole. Donc c'est vraiment une situation compliquée, difficile d'anticiper la suite d'un point de vue graphique sur cet actif-là. Voilà. Merci Nicolas. Je vais maintenant passer la parole à William. William, selon vous, quels seront les moteurs pour la croissance en 2016? Et ensuite, quelles zones géographiques donc devrons-nous privilégier en tant qu'investisseurs? Le point qui est important à retenir, c'est il y aura une croissance somme toute assez satisfaisante au niveau de l'économie mondiale. Nous tablons sur une croissance d'à peu près 3,2%, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on a vu en 2015. Le deuxième point à retenir, c'est une très grande divergence. En fait, lorsqu'on évalue les perspectives économiques, on est très préoccupé par ce qui se passe dans le monde émergent, d'un point de vue macroéconomique, tandis qu'on a une assez grande sérénité en termes de ce qui se passe aux États-Unis, et encore une plus grande sérénité en termes de perspectives de l'économie européenne. Pour commencer le survol des perspectives de croissance, je vous propose cette slide-ci qui montre la grande divergence qui existe entre les pays développés, c'est la ligne bleue, et les pays émergents qui est la ligne verte. C'est un indicateur cyclique basé sur des enquêtes auprès des dirigeants d'entreprises et qui montre que donc pour les pays développés qu'on est au-dessus de la moyenne à long terme, donc on est au-dessus de la ligne zéro, et pour les pays émergents on est en dessous. Ce qui frappe d'ailleurs, c'est qu'il y a une tendance lourde à la baisse au niveau des pays émergents qui a commencé aux alentours de fin 2009. Donc ce n'est pas un phénomène récent. Ce qui est plus récent, c'est qu'il y a eu une accélération qui est à mettre en rapport avec l'essoufflement de la croissance en Chine, avec l'entrée en récession au Brésil et aussi l'entrée en récession en Russie. Deuxième point, la Chine. La Chine est un pays qui peut en fait perturber pour celui qui aurait fait un voyage qui a duré quelques années, imaginons, il reviendrait et il ne comprendrait pas, cette personne ne comprendrait pas pourquoi on a tellement d'état d'âme, d'insomnie, etc. en termes de la croissance chinoise, sachant que c'est un pays qui frôle toujours les 7%. Donc, de quoi est-ce qu'on se plaint? 7%, en Europe, on fait 1,5%. Donc, dans l'absolu, 7% ou presque 7%, c'est une très belle performance. Le problème qu'il y a, c'est que cette performance est déjà inférieure à ce qu'on a vu dans le passé. Premier ajustement psychologique. Deuxième ajustement psychologique, c'est que cette tendance vers un taux de croissance plus modéré n'a pas encore touché à sa fin. Et donc le gros problème chinois, c'est que tout le monde est conscient qu'il y a un ralentissement de croissance qui est en cours. Et le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et on a peur qu'à un moment donné, un seuil de sensibilité serait atteint qui provoquerait encore une déroute plus importante dans le monde des matières premières, le pétrole, le cuivre, etc.
pour bien insister sur le fait à quel point la Chine aujourd'hui est différente de la Chine dans le passé, je vous montre ici un graphique qui montre que la consommation, entre guillemets, parce que c'est peut-être pas le mot idéal, China Steel Consumption, donc l'utilisation de la sidérurgie au niveau chinois même. Donc on regarde la production, on enlève ce qui est exporté. Ça c'est important parce que la Chine a vraiment très très fortement augmenté ses exportations de produits sidérurgiques. Et donc qu'est-ce qui reste? Et donc là vous voyez que la partie verte a affiché des taux de croissance absolument incroyablement élevés. C'était bien évidemment la période de 2000 à 2007, 2008 à peu près, qui était l'époque où on faisait beaucoup d'investissements, donc le taux de consommation de produits sidérurgiques était très élevé. Et là, dernièrement, vous constatez qu'on est passé en dessous de la ligne zéro. Donc là, clairement, ça suggère qu'au niveau du secteur industriel, il y a un très fort ralentissement. Il y a donc eu une chute importante des investissements dans le secteur manufacturier. Brésil, une récession profonde qui est à mettre en rapport avec une multitude de problèmes. Il y a le choc des matières premières, qui est à mettre en rapport avec ce qui se passe en Chine. En fait, la Chine importe moins de matières premières, ça a un impact sur le prix des matières premières, donc ceux qui exportent souffrent, ça a un impact sur les devises de ceux qui exportent, et ça a un impact sur le volume des exportations des pays qui sont spécialisés dans les matières premières. Le Brésil est un de ces pays. Il y en a d'autres, l'Indonésie, le Chili, Colombie, et ainsi de suite. Ça, c'est le facteur, disons, externe qui impacte l'économie brésilienne. Un deuxième facteur qui impacte l'économie brésilienne, c'est qu'ils ont un problème inflationniste qui a nécessité un resserrement monétaire extrêmement sévère qui pèse sur la consommation, qui pèse sur l'investissement. Deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est toute la problématique, appelons ça politique au sens large, avec donc des scandales de corruption, etc., qui ont vraiment secoué la confiance et également pesé sur la croissance. Ceci nous a poussé en 2015 à très significativement revoir à la baisse les prévisions de croissance et donc d'adopter un ton de plus en plus négatif. Là, on est à une prévision de croissance de moins 4%. C'est une récession profonde. Au niveau Russie, encore un pays en récession. Donc là, vous allez remarquer que le fameux concept des pays BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, il y a déjà trois pays où il y a soit un ralentissement de la croissance en Chine ou bien une vraie récession. La récession russe est particulièrement à mettre en rapport avec ce qui se passe au niveau du pétrole. La Russie, c'est une économie qui exporte énormément de pétrole et de gaz. Si les prix baissent, ça a un impact majeur sur le budget de l'État, ça a un impact majeur sur l'évolution des revenus des ménages, les bénéfices des entreprises, etc., etc. Comme ça fait plonger la devise, ça a alimenté l'inflation, ça a nécessité un resserrement monétaire aussi pour enrayer cette dynamique inflationniste et ça a encore plus pesé sur la croissance. Et puis il y a les États-Unis. Là, on passe aux États-Unis et donc là, on pourrait dire que le climat ou le temps, il est presque au beau fixe. Pourquoi au beau fixe? Parce que la ligne bleue vous montre le taux de croissance potentiel du pays. Le taux de croissance potentiel d'une économie, ça veut dire à quel rythme est-ce qu'un pays peut croître son niveau d'activité chaque année sans que ça n'alimente des tensions inflationnistes. Donc là, vous constatez qu'au niveau américain, qu'on est un peu passé en dessous des 2% en termes de taux de croissance potentiel. Ce taux de croissance, il a été plus élevé dans le passé. Et donc ça, c'est un élément qui est très important, qu'il faut bien garder en tête, que pour toute une série de raisons qui sont liées aux gains de productivité qui sont devenus moins importants, mais également à un sous-investissement lié à la grande récession de fin 2008 et en 2009, ce taux de croissance potentiel, il a baissé. Il a baissé aux États-Unis, il a baissé en Europe aussi. Un point qui est important, c'est que la ligne verte dépasse assez bien le taux de croissance potentiel, la ligne bleue. Donc ça veut dire qu'on a un niveau d'activité, un niveau de croissance d'activité,
un momentum cyclique qui est plutôt soutenu selon les normes qu'on adopte aujourd'hui. Les États-Unis devraient afficher un taux de croissance d'à peu près 2%. Il y eut un temps, il y a des années, où on aurait considéré ça comme une performance extrêmement moyenne. Selon la nouvelle norme, c'est une performance qui est tout à fait honorable. On frôle le plein emploi. Ça, c'est très important à garder en tête. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la Réserve fédérale, comme l'a rappelé mon collègue, a resserré sa politique monétaire au 17 décembre. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle la Réserve fédérale devait continuer à resserrer la vis monétaire. Nous tablons cette année sur 3 resserrements monétaires de 25 points de base chacun. C'est quelque chose qui devrait être tout à fait facile à digérer par le marché, mais il est important d'éviter qu'il y aurait davantage de resserrement. S'il y a davantage de resserrement, ça veut dire que le marché obligataire ne va pas aimer et la bourse en souffrirait aussi. Donc on frôle le plein emploi. C'est un signe qui est très encourageant, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel d'accélération de croissance des salaires qui va donc doper la consommation des ménages et qui devrait donc assurer une pérennité de cette expansion économique qui dure depuis l'été 2009. Donc là, on est vraiment depuis des années dans une conjoncture qui est plutôt bien orientée. Le bémol dans la toile de fond économique pour les États-Unis, c'est ce qui se passe du côté des exportations. Les exportations souffrent, à cause du renchérissement du dollar, premier facteur. Deuxième facteur, souffrent par ce qui se passe en Chine d'une manière indirecte. Et ça, c'est important à garder en tête. En fait, pour les États-Unis, le Canada est plus important que la Chine. Mais le Canada est impacté par la Chine à cause des matières premières. Il y a une récession au Canada, et c'est ça qui impacte les États-Unis. Le Brésil en récession, ça impacte les États-Unis. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on observe que le secteur manufacturier américain est entré en récession, le secteur manufacturier. Là, vous allez peut-être dire, oh là là, c'est le cauchemar qui se pointe à l'horizon. Mais le secteur manufacturier, il ne pèse qu'à hauteur de 12% dans l'activité économique globale aux États-Unis. Donc c'est peu. Il n'empêche que l'inquiétude des observateurs, des banques centrales, des analystes, des investisseurs, bien évidemment, c'est quand le problème commence avec le secteur manufacturier, est-ce que ça pourrait se répandre au secteur des services? A priori, la réponse serait non. On a vu ça dans le passé. En 97-98, il y avait la crise asiatique. Ça a très fortement impacté le secteur manufacturier. La croissance a été maintenue grâce au secteur des services. Et nous estimons qu'on revit un peu cette période-là avec un secteur manufacturier en essoufflement et un secteur des services qui continuera à bien se tenir. Et pourquoi ce secteur devrait continuer à bien se comporter? Parce qu'il y a le plein emploi, donc hausse des salaires, en plus une réserve fédérale extrêmement prudente dans sa politique monétaire, dans son resserrement. Donc tout ceci devrait permettre de garder le train sur les rails ou le véhicule sur la route sans heurter le mur. En zone euro, on a parlé en 2015 du fameux alignement des planètes. En fait, il y en a 5 dans la galaxie. J'ai jamais vu Star Wars d'ailleurs, mais bon, on en parle beaucoup, donc il faut y faire référence. 5 planètes, pétrole bas, qui a vraiment dopé l'activité, dopé les dépenses, la consommation. L'euro faible, qui a vraiment donné un boost aux exportations des pays de la zone euro. Des taux bas qui ont un impact sur les conditions de crédit. On a vu la publication aujourd'hui de la nouvelle enquête de la Banque centrale européenne en termes de perspective du marché du crédit. Et on constate que les banques deviennent de plus en plus confiantes en termes de l'évolution attendue du crédit des entreprises. Le crédit des ménages reste bien orienté en termes de demande. Donc le crédit qui affiche un taux de croissance, qui réagit donc à ces taux bas, et finalement une politique budgétaire qui est devenue
légèrement laxiste. Il faut être prudent lorsqu'on utilise ce mot. Il y a eu un temps où elle était extrêmement sévère. Ça a provoqué un effet de freinage à l'économie européenne. Maintenant, il est devenu légèrement souple ou laxiste. Lorsqu'on combine ces 5 facteurs, on arrive donc à une combinaison de facteurs de soutien à la croissance qu'on a rarement vu avant la période pré-2015, et donc ça continuera cette année. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit un consommateur qui est confiant. La ligne bleue montre l'évolution en glissement annuel de la consommation privée, très bien orientée. La pente, elle est très raide. On s'attend aussi à une accélération de l'investissement des entreprises. Pourquoi? Parce que la demande augmente, les capacités sont de plus en plus utilisées, l'accès au crédit est facile, les taux sont bas et la confiance, elle est là. Et donc, la ligne verte montre des enquêtes menées auprès d'entreprises européennes et qui montrent vraiment que cette ligne atteint un niveau élevé, donc de bonnes perspectives pour l'investissement. Un bémol un peu à l'image de ce qu'on a vu aux États-Unis, en Europe aussi. Là, on voit bien le plongeon des exportations vers la Chine, la ligne rouge, et vers la Russie, la ligne bleue. Il y a d'ailleurs un point très important au niveau de la zone euro, c'est que le commerce intra-zone euro est devenu extrêmement dynamique. Donc, même si les exportations ont un peu de plomb dans l'aile, les exportations en dehors de la zone euro, le commerce intra-zone euro est extrêmement dynamique et c'est ça qui devrait donc assurer une pérennité de la reprise. Du coup, on arrive à ce tableau en termes de prévision de croissance avec 1,8 aux États-Unis, 1,6 en zone euro, 0,7 au Japon pour 2016. En France, on table sur 1,4%. La Chine, 6,9% quand même. Donc j'ai expliqué et j'ai mis en exergue tous les états d'âme, interrogations qu'on a au niveau chinois. Quand même, c'est un pays qui devrait afficher un taux de croissance aux alentours de 6,1%. Pourquoi? Parce qu'il y aura encore des mesures d'assouplissement monétaire, des baisses des taux d'intérêt, des baisses des coefficients de réserve des banques, et il y aura encore des impulsions budgétaires aussi. Donc on va vraiment faire un maximum pour relancer l'économie. C'est très important de garder en tête que l'horizon des dirigeants chinois est un horizon qui est très long. Ils n'ont pas envie de courir le risque en n'intervenant pas assez d'avoir des problèmes à moyen terme. Donc c'est pour ça qu'ils vont encore intervenir, qu'ils vont donc augmenter leurs efforts pour soutenir la croissance. L'Inde, j'en ai pas parlé, mais là vous voyez donc un pays 7,9%. Donc l'Inde, c'est un peu l'exception dans ce spectre, dans cette image d'un monde émergent quand même un peu à bout de souffle. C'est une économie qui vraiment a pris la bonne direction, où on peut anticiper une accélération de l'investissement, etc. Et donc un taux de croissance solide. Brésil, moins 4, mais avec un glissement annuel au second semestre, quand même un creux qui devrait être atteint. Russie en récession, moins 0,7, et donc l'économie mondiale, 3,2. Important donc de garder en tête la divergence, important de bien garder en tête qu'au niveau monde développé, quand même, un comportement tout à fait satisfaisant. Il y a un point qui est extrêmement important de garder en tête, c'est il y a la prévision, il y a le niveau de confiance, le niveau de conviction qu'a un prévisionniste. Et donc si vous croisez dans la rue un économiste, ou votre conseiller, vous devez lui demander mais quel est le niveau de confiance que vous avez dans la prévision? Quel est votre niveau de conviction? Parce que le niveau de conviction est une mesure de risque, est une mesure d'incertitude. Et nous, par exemple, nous avons un niveau de confiance relativement élevé pour les États-Unis, un niveau de confiance plus élevé, plus important en ce qui concerne la zone euro, un niveau de confiance nettement moins élevé au niveau chinois. Et un niveau de confiance moins élevé que pour les pays développés en ce qui concerne le marché émergent en général. Et donc ça, c'est un élément qui est très important à garder en tête, un niveau de confiance, un niveau de conviction moins élevé, ce qui veut dire qu'il y a donc une dimension de risque sur laquelle on reviendra plus tard. Merci. Merci William.
Donc, en 2015, et depuis le début de cette table ronde, nous avons évoqué à plusieurs reprises la thématique de l'action des banques centrales. Et je sais qu'en 2015, on a beaucoup parlé de la divergence des politiques des banques centrales en Europe avec la BCE et aux États-Unis avec la Fed. Donc maintenant, je vais me tourner vers vous, Nathalie, pour vous demander, à votre avis, que peut-on attendre en 2016 de l'action de ces banques centrales? Je vais répondre à cette question sous l'angle de marché, pas sous l'angle de macroéconomie. Ce qui va être crucial, encore une fois, pour les banques centrales et pour les interactions qu'elles pourront avoir avec les investisseurs, ça va être la communication. Moi, ce qui me frappe... Ce micro ne fonctionne. Moi, ce qui me frappe depuis quelques années, c'est que mes collègues gérants en action s'intéressent à ce que disent les banquiers centraux, alors qu'encore une fois, il y a quelques années, c'était les gérants obligataires et les gérants monétaires qui s'en préoccupaient. Donc le fait que les gestionnaires actions s'y intéressent, bah, c'est un petit peu le symbole de ce marché action qui finalement s'est raccroché ces dernières années aux actions des banques centrales et à ces liquidités très amples fournies par les banques centrales au marché. On a une illustration très simple encore en décembre dernier. Donc la BCE, le 3 décembre, vous avez dû le suivre, a déçu les attentes, puisque Mario Draghi avait promis monts et merveilles. Il a assoupli sa politique monétaire en décembre, et c'était moins que ce que les marchés espéraient, et donc ça a provoqué une nette baisse des marchés actions en Europe. Et puis, ça a été peut-être un peu plus confidentiel, surtout qu'on s'approchait de Noël, la Banque du Japon a fait un tout petit ajustement de sa politique d'achat de titres. Elle n'a pas augmenté le montant mensuel des achats de titres, elle a fait un petit ajustement. Et il y a eu un petit loupé de communication de la part de la Banque du Japon. Et là, c'est pas tellement l'indice Nikkei qui a réagi, mais c'est beaucoup le yen avec un aller-retour assez spectaculaire en séance. Donc voilà, les actions, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou non, sont toujours quand même un petit peu accros à cette liquidité banque centrale, à ces actions des banques centrales, et ça ne simplifie pas la vie des banquiers centraux. La Réserve fédérale nous dit depuis plusieurs mois maintenant que ces actions de politique monétaire sont, pour traduire de façon pas très élégante l'expression anglaise, dépendent des données économiques. Donc en gros du scénario économique, des données telles qu'elles arrivent et de ce qu'ils imaginent. Et finalement cette notion dont on peut se dire, bah oui c'est logique, c'est plutôt bien qu'une banque centrale s'intéresse aux données économiques, bien évidemment elle le faisait avant, et ben c'est pas forcément si simple à interpréter pour les marchés financiers, parce que ces données économiques peuvent être volatiles, ces données économiques peuvent décevoir les attentes ou au contraire les dépasser. Et donc c'est une source de volatilité supplémentaire. Donc voilà, on peut imaginer, on est tout à fait d'accord avec l'opinion des études économiques du groupe, que la Réserve fédérale va faire en sorte que tout se passe tranquillement dans ce mouvement de normalisation de la politique monétaire qu'elle a initié en décembre. Mais néanmoins, il y a toujours le risque que ce soit mal pris pour une raison ou une autre, et donc, encore une fois, qu'il y ait une source de volatilité et qu'on ait une sorte de boucle. Les banquiers centraux, voyant les marchés mal réagir, pourraient être amenés, c'est pas notre hypothèse centrale, mais pourraient être amenés à modifier leur politique monétaire par rapport à ces réactions. Et puis une autre banque centrale à suivre, ça a été évoqué dans l'exposé économique, ce sont les autorités monétaires chinoises, la Banque centrale de Chine, puisqu'il faut suivre à la fois sa politique de change, sa politique de taux, et plus généralement les actions de politique économique qui peuvent être prises en Chine. Merci Nathalie. Je me tourne maintenant vers William. Selon vous, toujours sur le même sujet, que peut-on attendre des banques centrales en 2016 ? Où il faut commencer, c'est les États-Unis. Presque comme toujours, c'est la banque centrale la plus importante au monde. Et comme l'a dit Nathalie, le problème, c'est qu'elle nous promet une politique qui dépend des chiffres qui sortent. Et ça me laisse un peu sur ma faim pour plusieurs raisons. La première raison, ça nous promet beaucoup de volatilité. En fait, les analystes ils vont s'amuser à suivre les surprises des données économiques. C'est quoi une surprise? C'est un chiffre qui sort, qui dépasse les attentes ou qui est inférieur aux attentes. Et on va dire, le mois avant, est-ce qu'il était au-dessus ou en dessous? Et donc là, on va jouer un jeu de... On cumule un peu, hein, les surprises. Ici, il y a beaucoup de surprises favorables.
les attentes à un resserrement imminent vont augmenter. Et donc là, il y a la nervosité qui va augmenter. À l'inverse, on aurait donc, quand les surprises sont plutôt défavorables, la crainte à un resserrement imminent vont disparaître. Le deuxième point, plus important encore, quand il y a une banque centrale qui nous dit que sa politique dépend des statistiques qui sortent, ça veut dire qu'elle n'ose pas s'engager au-delà d'un horizon de 6 mois. Qu'en fait, la Réserve fédérale nous dit qu'elle ne sait pas non plus où se règle l'économie dans 6 mois. Et ça, c'est très embêtant. Maintenant, vous allez dire, mais je ne comprends plus rien, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez un niveau de confiance dans les prévisions relativement élevé au niveau des États-Unis. Donc, comment est-ce que ça rime avec cette politique d'une banque centrale en fonction des données qui sortent? Ce qui inquiète la Réserve fédérale, c'est que la réactivité de l'économie face au resserrement serait plus grande qu'elle ne l'imagine. Et c'est ça tout le problème. Donc, la Réserve fédérale doit trouver le bon dosage et éviter aussi de créer un plongeon de l'économie. Et c'est ça qui crée donc cette dépendance des statistiques qui sortent. Il faut bien se rendre compte que le marché a une vue presque angélique de l'orientation de la politique monétaire cette année. La Réserve fédérale n'arrive pas à convaincre le marché que peut-être elle serait quand même forcée à faire beaucoup plus que ne l'imagine le marché. Ça, c'est très important à garder en tête. Et quand j'ai dit tout à l'heure que nous nous attendons à 3 resserrements monétaires, il faut bien être conscient que si on fait plus que 3, c'est un facteur qui va perturber le marché obligataire. En revanche, si la Réserve fédérale devait dire, par exemple au mois de mars, on resserre encore une fois et puis on s'arrête, là on doit très sérieusement s'interroger, est-ce que ça va être accueilli favorablement au-delà de la réaction immédiate d'1 jour ou de 2 jours? Parce que si elle arrête sa politique de resserrement assez rapidement, ça voudrait dire que soit elle estime qu'elle a fait une erreur en resserrant à partir du mois de décembre 2015, soit elle estime que le ciel économique est en train de s'assombrir rapidement. Donc la lecture de ce qui se passera aux États-Unis, 1, elle est compliquée, 2, c'est un facteur très important en termes de revirement de tendance qu'on peut voir. Par rapport à ça, la lecture de la Banque centrale européenne paraît simple, parce qu'elle a encore donné une couche supplémentaire dans sa décision du 3 décembre en termes d'assouplissement, par le biais d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt, taux de dépôt, et aussi en prolongeant la politique d'assouplissement quantitatif. Le vrai débat pour la Banque centrale européenne, on l'aura au second semestre. La Banque centrale européenne espère et estime que l'inflation va accélérer. S'il n'y a pas d'accélération d'inflation, là on aura donc un très beau débat, parce que d'un côté, elle voudra, et certainement Mario Draghi voudra prendre plus de mesures pour veiller à ce que l'inflation s'accélère quand même, et en même temps, il est fort à parier que certains membres du Conseil de la Banque centrale européenne, les Allemands, d'autres banques centrales, les Autrichiens, les Finlandais, même les Hollandais, pourraient dire non, 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 ça suffit, ça suffit. Et donc, quand il y a un débat, disons, pour ne pas dire conflit, au sein du Conseil de la Banque centrale européenne, le marché ne va pas aimer. Et ceux qui ne vont surtout pas aimer, ce sont ceux qui investissent en devises, parce que ça devrait se traduire par une remontée de l'euro par rapport au dollar, ce qui sera bien évidemment pas très bien accueilli par la bourse. Et puis les Chinois. Et les Chinois, la difficulté, c'est que leur politique monétaire est assez ambiguë. Il est difficile à comprendre. Ils procèdent à une dévaluation surprise le 11 août qui est mal expliquée, qui a été mal expliquée. Ils introduisent un panier de devises qui vont essayer de suivre un peu, mais ils n'expliquent pas trop bien. Donc en fait, il y a pas mal d'ambiguïté. Le point qui est important, c'est qu'ils peuvent quand même très fortement contrôler le taux de change
qui est établi à Hong Kong, ce qu'on appelle un offshore. Donc là, ils ont remonté les taux d'intérêt d'une manière très agressive et ça a quand même calmé le jeu. Mais là encore, le potentiel de, comment dirais-je, de surprise ou la difficulté de lire leurs intentions est plus grande qu'en ce qui concerne la Banque Centrale Européenne et même en ce qui concerne la Réserve fédérale. Merci William. Alors, comme on vient de le voir à l'instant, tout investissement comporte une dimension de risque. C'est pourquoi je vous propose maintenant de nous adonner à un petit exercice de prudence. Et je vais commencer par m'adresser à François. François, est-ce que vous pourriez nous lister 3 risques que les investisseurs doivent avoir en tête en 2016 au moment d'investir? Très bien, 3, on aurait... Il y en a beaucoup. D'abord, j'espère que vous êtes toujours le moral, parce que avec tout ce que vous entendez, vous vous dites, oh là là, c'est quand même inquiétant tout ça, alors que vous êtes probablement actionnaire d'entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, d'entreprises qui vont annoncer encore plus de bénéfices en 2015 qu'en 2014, qui vont continuer à distribuer des gros dividendes et qui finalement évoluent dans un monde où il y a toujours de la croissance. William l'a dit, il estime que la croissance va rester à un niveau assez proche en 2016 qu'en 2015. Mais néanmoins, tout le monde est inquiet. Parce qu'on est dans un contexte où on se met à avoir peur, et quand on se met à avoir peur, tout le monde a peur. Mais des risques, il y en a toujours eu. Il y a encore quelques mois, on avait peur que le virus Ebola affecte finalement l'économie mondiale. On n'en parle plus trop. Enfin, en tout cas, moi, on m'en parle plus. La guerre en Ukraine, ça faisait peur, c'est à nos portes, ça allait dégénérer. On n'en parle plus trop. En tout cas, moi, on ne m'en parle pas. La Grèce, ça y est, c'était fini, ils n'étaient plus dans l'Europe, ni dans la zone euro, ça allait mettre à mal tout le monde, on m'en parle plus, en tout cas plus trop. Donc c'est pour tout ça pour vous dire que des risques, il y en aura toujours, et c'est plutôt sain qu'il y ait des risques, parce que ça incite à la prudence, ça vous incite à douter, et de toute façon quand on gère un portefeuille, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui je continuerai à acheter cette action? Donc il faut toujours vous remettre en question. Et donc, ça, c'est plutôt sain. Alors, les risques, on en propose 3, mais j'aurais pu en proposer une dizaine, puisque vous savez, le Brésil, qui est quand même la 7e puissance économique mondiale, est en récession sévère, et ça va continuer. Et ils ont un fleuron qui s'appelle Petrobras, qui est dans le pétrole, et on sait qu'il n'y a plus du tout de pétrole offshore avec les tarifs actuels, va devant de grandes difficultés. Donc, le Brésil, très important. La Chine, ça ralentit, mais la Chine, je pense qu'on en a pour une décennie. Donc on va vous en reparler à longueur de mois, de trimestres. Et puis à un moment donné, vous allez voir, la bourse va plus s'inquiéter du ralentissement chinois parce qu'elle l'aura intégré comme un risque, on va dire, récurrent. D'autres risques, bien sûr, géopolitiques, hein, on le voit, il y a des tensions un peu partout, tout le monde est un petit peu extrêmement nerveux, le risque d'attentat, on a des sommes de risques. Alors s'il faut en retenir 3, ou même qu'un seul, aujourd'hui, le plus gros risque, c'est le pétrole. Parce que le pétrole, personne n'avait anticipé le fort réajustement. Personne n'est capable de dire jusqu'où ça va baisser. Même, j'ai envie de dire, ça se trouve, on aura une forte hausse du pétrole cette année. On n'en sait strictement rien. Et ça fait peur au marché. Donc on n'est plus du tout dans le scénario de dire le pétrole, ça donne du gain de pouvoir d'achat aux consommateurs. C'est bon pour nos entreprises qui consomment du pétrole pour produire des produits. On voit que le côté est négatif. Et ce côté négatif, il est assez dangereux pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'économies dans ce monde qui dépendent des cours du pétrole. Donc c'était des économies qui étaient largement excédentaires, qui brassaient des milliards, et ces milliards, ils ne savaient pas quoi en faire. Je caricature un petit peu. Ils ne savaient pas quoi en faire. Résultat, ils réinjectaient dans le marché financier. Aujourd'hui, il n'y a plus cet argent qui vient se déverser sur le marché financier, parce qu'ils n'en ont plus, ils sont tous en déficit. On le voit, même l'Arabie Saoudite, vous le savez, a du mal à terminer ses fins de bois. L'Arabie Saoudite est pourtant le producteur, on va dire, le plus solide, puisqu'ils ont des coûts de revient, des prix de production à $10 le baril. On a à 30, on a envie de dire tout va bien. Sauf que eux, pour équilibrer leur budget, il faudrait qu'on soit à 100. Donc ça leur coûte très cher. Mais ils peuvent tenir, on estimait il y a encore quelques mois, 3-4 années, compte tenu de leurs réserves. Là, ils annoncent qu'ils vont peut-être introduire la plus grande entreprise du monde, Aramco, qui vaudra plus qu'Apple,
Et donc s'ils l'introduisent en bourse et ils mettent quelques pourcentages, ils peuvent tenir 40 ans. Tout ça pour dire qu'il y a un bras de fer qui est très important entre l'Arabie Saoudite, entre les États-Unis, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Aujourd'hui, le pari de l'Arabie Saoudite, qui peut changer du jour au lendemain, on n'en sait strictement rien, le pari de l'Arabie Saoudite, c'est de dire on va mettre à genoux les Américains. Le gaz de schiste, on va le tuer. Et on le voit, les Américains, avec leur fameux gaz de schiste, se mettent à être un petit peu en difficulté. Et il faut voir que le gaz de schiste, c'est des entreprises privées. Ces entreprises, on va dire, qui ont levé de la dette, on estime qu'entre 15 et 20% du high yield, c'est-à-dire le rendement, parce que pour prêter de l'argent, les banquiers, ou du coup le système, le marché du crédit a demandé des taux élevés, c'est pour ça qu'on l'appelle le high yield, et bien 15 à 20% du marché high yield dépend des cours des gaz de schiste, de l'activité gaz de schiste. Et on le sait, l'activité va finir par souffrir de cette baisse des prix du pétrole. Donc on a un système obligataire high yield qui est en souffrance, et donc les gérants qui ont du high yield, ils vendent des actions parce qu'ils perdent de l'argent sur le marché obligataire, donc ils perdent de l'argent. Vous avez des pays qui initialement mettaient de l'argent sur le marché financier, n'en mettent plus parce qu'ils sont plutôt en déficit. Donc on le voit, il y a des tensions. À un moment donné, on va avoir des grosses inquiétudes sur le Venezuela, mais pour l'instant, on ne s'inquiète pas trop parce qu'on dit c'est la Chine qui va sauver le Venezuela. Ils l'ont déjà fait dans les années précédentes. On le sait que l'Angola souffre énormément, le Nigeria souffre également, l'Algérie va souffrir. Donc on le voit, ce contexte de tension extrême, avec l'Iran qui en plus rentre maintenant, est devenu on va dire, un pays avec lequel on peut commercer et se met à vendre à nouveau du pétrole. Donc on le voit qu'il y a des fortes tensions géopolitiques. Et ça, encore une fois, il faut voir que quand même ce sont quelques personnes qui décident. En Arabie Saoudite, c'est 2 personnes qui décident du prix du baril. Donc ça peut se retourner extrêmement rapidement. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile où la baisse des cours du pétrole, aujourd'hui, c'est ce qui, on va dire, donne le là sur tout le marché. Donc il ne faut pas vous poser des questions. La bourse ne peut pas remonter si le cours de pétrole continue de baisser. Il faut qu'il y ait une stabilisation des cours de pétrole. Ça va trop vite. On a perdu encore près de 20% depuis le début de l'année. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le grand risque de 2016. Mais peut-être qu'à la fin 2016, on verra que les cours du pétrole auront monté. Parce qu'en attendant, il y a un gros travail qui est fait par les grosses majors. Ils ont tous gelé leurs investissements. Donc aujourd'hui, plus personne ne dépense, dépense beaucoup d'argent pour trouver de nouveaux puits de pétrole. Parce que maintenant, les Total, les BP, ExxonMobil, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous en train de défendre leurs dividendes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un prix du pétrole qui est à 30 $, voire en dessous, alors qu'il y a quelques mois, il était à 60, vous ne gagnez pas du tout le même, vous n'avez pas du tout le même compte de résultat. Donc on a une vraie tension sur les cours du pétrole, et encore une fois, on n'en sait rien. On ne sait pas si ça va aller à 10 $, on ne sait pas si on sera à 60 dans quelques mois. Mais il y a de fortes chances que ça aille très vite. Parce qu'on est sur des marchés vraiment extrêmement volatiles et qui n'est pas forcément manipulé par des hedge funds, mais c'est vraiment sur des raisons politiques, géopolitiques. Donc ça, c'est la grosse inquiétude. Après, la deuxième grosse inquiétude, c'est le marché obligataire. Le marché obligataire, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce relèvement des taux? Est-ce que la Fed va vraiment faire, c'est ce qu'a bien expliqué William, faire ces 3 interventions en 2016 ou pas? Donc, et là, on peut avoir les 2 scénarios. Si elle en fait moins, ça peut être bien perçu comme mal perçu. Si elle en fait plus, ça peut être bien perçu comme mal perçu. Ça va tout dépendre de sa communication et la justification qu'elle fait. Encore une fois, en 2015, il faut bien voir que tout le monde se disait on ne veut pas de hausse des taux en 2015. Le marché ne voulait pas de hausse des taux. À la fin de l'année, le marché a réclamé la hausse des taux. En disant si elle a la hausse des taux, ça prouve que l'économie va bien, ça prouve que la Fed, la Banque centrale américaine, a confiance dans l'économie américaine. Donc le marché change d'avis extrêmement rapidement. Le marché n'est pas monomaniaque et n'est pas unidirectionnel. Le marché peut se remettre en question. On est sur des marchés qui s'adaptent extrêmement facilement à l'évolution du contexte. Ça, c'est une grosse force. Donc voilà, on peut donc 2 grands risques, le risque pétrole, le risque obligataire. Après, c'est le 3e grand risque, bien sûr, c'est géopolitique. On le voit bien qu'il y a quand même de fortes tensions entre l'Arabie Saoudite, qui était l'allié historique des États-Unis, et que maintenant que les Américains, j'ai envie de dire, s'en moquent un peu du Moyen-Orient, puisque maintenant ils se mettent à nouveau à exporter du pétrole. Ils sont devenus quasiment autosuffisants, puisque depuis le 1er janvier,
ils ont décidé qu'ils pouvaient à nouveau exporter du pétrole. Avant, c'était interdit. Donc les États-Unis ont complètement changé de la donne. Il faut voir que les États-Unis, ce sont nos amis, on les aime bien, mais c'est quand même eux qui ont amené les subprimes, et c'est eux qui nous amènent, j'ai envie de dire, qui ont changé la donne. L'Arabie Saoudite, on peut dire, ils sont pas très gentils, ils font baisser les cours du pétrole, mais pourquoi ils font baisser les cours du pétrole? C'est parce que les États-Unis se mettent à produire du gaz de schiste bon marché. Donc, on a des risques quand même qui viennent des États-Unis. Les États-Unis, c'est le marché directionnel, c'est grâce aux États-Unis que la bourse française ou la bourse mondiale est plutôt en bonne santé, mais quand même, ils nous amènent parfois quelques petits soucis. Voilà les 3 grands risques. Merci François. Je me tourne maintenant vers Nathalie. Est-ce que vous pouvez compléter donc cette liste des risques à prendre en compte en 2016 avec, là aussi, éventuellement 3 risques majeurs selon vous? Alors, je ne vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit, mais le risque sur la Fed et la compréhension, encore une fois, de l'action de la Fed par les marchés nous paraît le risque majeur qui peut affecter les actions, les obligations et probablement les 2 marchés. Comme deuxième risque, on peut parler d'une d'évaluation beaucoup plus forte du yuan chinois. Alors là, les conséquences ne seraient pas seulement financières, puisque depuis quelques jours, depuis le début de l'année, et même avant, on regarde la courbe du yuan chinois sur les écrans, on voit que ça baisse un petit peu, ça peut avoir des petits effets sur les bourses, mais moi je pense qu'il y a une évaluation beaucoup plus forte, qui aurait des conséquences économiques, et notamment sur les économies de la zone euro qui exportent assez sensiblement vers la Chine et qui ont aussi des entreprises européennes donc implantées en Chine, donc ça pourrait déstabiliser tout cet équilibre. Et enfin, vous avez parlé des risques géopolitiques, moi je parlerai aussi des risques politiques en Europe. On a beaucoup parlé de la Grèce l'an dernier, on croit à tort que tout est réglé alors que la dette de la Grèce est bien évidemment toujours aussi élevée et obère l'avenir du pays. Mais si on parle des risques politiques en Europe au cours des derniers mois, on a vu une montée dans bon nombre de pays des partis eurosceptiques, j'allais dire en parallèle avec la crise des migrants, donc ça peut fragiliser certains gouvernements en place. On voit des situations politiques compliquées sur le moment, ça a été le cas au Portugal, c'est toujours le cas en Espagne. On a deux grands pays, donc la France et l'Allemagne, qui ont des élections, non pas cette année, mais l'an prochain. Donc on voit bien que le climat risque d'être un petit peu plus compliqué à comprendre. Alors là, c'est plutôt pour des investisseurs non résidents. Je pense à des investisseurs asiatiques qui sont très loin et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Et enfin, bien sûr, la question du référendum au Royaume-Uni sur une éventuelle sortie de l'Union européenne. Donc voilà, ce risque politique en Europe, encore une fois, c'est un risque, mais c'est quelque chose qui peut ressurgir et perturber à nouveau les investisseurs. Merci Nathalie. William, je me tourne maintenant vers vous. Si vous le voulez bien, pour conclure cette parenthèse dédiée aux risques, est-ce qu'à votre tour, vous acceptez de nous lister les 3 risques qui vous semblent importants à avoir en tête au moment d'investir en 2016 ? C'est difficile d'être original, bien évidemment, parce que j'avais fait une liste et donc il y a 1, 2, 3, etc. qui ont déjà été abordés. Mais quand même, je rejoins Nathalie dans le focus qu'elle a fait sur le contexte politique. Pour abondir sur ça, on pourrait imaginer une rentrée après le mois d'été assez chaude, avec, c'est pour vous effrayer, donc restez assis, avec donc le référendum sur la participation à l'Union européenne ou pas au Royaume-Uni, avec un très 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 sérieux affaiblissement de la position d'Angela Merkel en Allemagne, avec des craintes qu'elle devrait jeter l'éponge, et avec un candidat républicain américain qui, dans ses propos, je vais être très politiquement correct et prudent, n'est pas très clair ou n'inspire pas vraiment confiance. D'ailleurs, ils sont tellement nombreux que je ne sais même pas qui choisir, mais on pourrait bien imaginer que du côté britannique, allemand et américain, qu'il y aurait pas mal d'états d'âme. Alors ça, c'est un cocktail assez difficile.
Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est j'ai une comme la liste qui a été passée en revue est déjà assez exhaustive. J'ai des candidats pour le risque en 2017. Alors vous allez dire, hein, c'est pas le propos. Aujourd'hui, nous sommes début 2016, donc c'est un peu tôt quand même. Oui, mais bon, dès les mois d'été, les gens vont commencer à regarder aussi 2017. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est le pétrole. Mais dans l'autre sens. On peine à comprendre, je pense qu'on n'arrive même pas à comprendre l'ampleur de la chute. On a beau dire qu'il y a une offre qui est abondante, que ce n'est pas vraiment un problème lié à la demande. Donc c'est plutôt du côté de l'offre. Mais si la chute a pu être tellement importante, qu'est-ce qui se passe en termes de position, en termes de stratégie spéculative, etc., qui ont été mis en place et qu'on ignore, où on est dans l'opacité totale. Et le jour où le ton change, on pense à l'Arabie Saoudite, bien évidemment, quelle va être la réaction? Donc en fait, 2017 risque d'être quand même beaucoup plus compliqué que 2016, qui n'est déjà pas une année facile comparée à 2015, parce que le pétrole, c'est un peu le mouvement de l'élastique. Lorsqu'on tient un élastique, et puis on lâche, paf, ça fait mal, quoi. Donc c'est ça, on craint se faire mal avec la Fed qui relâche l'élastique de la politique taux zéro. Il y a le pétrole, 2017 surtout, et le côté imprévisible, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, il suffirait qu'en Arabie Saoudite, on annonce, on envisagerait peut-être de limiter un peu notre production, on verrait immédiatement les prix partir. Donc ça va quand même un facteur de complexité très important. Et donc, je vais me limiter à ces deux facteurs, les autres ayant déjà été abordés par mes collègues. Merci William. Donc c'est tout sur cette parenthèse dédiée au risque à investir en 2016. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux stratégies graphiques à privilégier en 2016. Donc Nicolas, est-ce que tu veux bien nous faire part de tes stratégies graphiques favorites pour l'année qui vient? Oui, alors je vais me relever. Donc on va voir comment tout ce qui a été dit s'est matérialisé dans le marché depuis le début de l'année. Alors, je vous propose de commencer par le marché américain. Donc c'est un graphique du S&P 500 depuis mars 2009. Donc on voit très bien sur ce graphique la tendance haussière de fond depuis mars 2009 qui est matérialisée par ce canal haussier très long terme. On voit ici qu'il y a plus d'une centaine de rebonds sur la borne basse ascendante de ce canal. Et on voit qu'on est revenu pile dessus au jour d'aujourd'hui. Donc on est à 18,80. Donc on est revenu une nouvelle fois chercher ce support haussier de long terme qui est un peu le garant du marché haussier long terme aux États-Unis. Donc on voit qu'on a eu une correction assez marquée depuis le début de l'année qui est notamment due au ralentissement chinois et à l'effondrement du pétrole. Donc ça fait peur au marché. On a un certain nombre d'assets risk-off qui ont aussi réagi, une remontée sensible de l'or, une baisse assez marquée du dollar-yen. Donc on voit que le marché se fait peur. On revient chercher des supports de très long terme, donc qui sont très identifiés par le marché dans les graphiques. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur la tendance de fond. Donc on a ce premier support ascendant à 18,80 et on voit qu'on a aussi un deuxième niveau intéressant à 18,10 sur le S&P. Donc tant que le marché américain se traite au-dessus de 18,10, on peut considérer que la tendance de fond reste haussière. Donc moi, d'un point de vue graphique, je considère que cette correction du marché, qui est d'ailleurs assez marquée depuis les 21,20, donc il y a un niveau de résistance très important qui a capé la hausse tout 2015 sur le S&P, c'est une opportunité de rentrer en long sur le marché américain. William l'a mentionné, la croissance devrait rester robuste aux États-Unis, donc c'est une opportunité de prendre des positions acheteuses sur le marché américain, cette décote du marché qu'on a depuis le début de l'année, avec un positionnement à moyen terme, c'est-à-dire fin du premier semestre 2016, voire fin 2016. On peut anticiper un retour sur les plus hauts qu'on a vus en 2015, c'est-à-dire 21,20. Donc là, on le voit le plus en détail sur le graphique journalier. Donc on voit que la correction, elle reste dans l'ordre de ce qu'on a déjà pu voir en 2014, notamment ici
lorsqu'on a fait cette figure de panique baissière sur le S&P avec l'implémentation du tapering par la Fed. On voit qu'on était revenu chercher 18,10, qui est un support de majeur long terme, et qu'on était remonté bien plus haut. Donc là, on voit, on est revenu à peu près à 18,80. Donc c'est pas non plus une correction extraordinaire sur le marché américain. Le marché corrige. Il faut aussi dire qu'à 21,20, on a quand même des PE qui sont à 17,5 sur les US, donc c'est un peu cher aussi. Et on a aussi des marges qui sont assez topiches sur les US. Donc on peut considérer que les 21,20, c'est un niveau de prise de profit sur le S&P. C'est peu probable qu'on franchisse ce niveau en 2016 d'un point de vue graphique. Voilà. Donc pour l'Eurostoxx, c'est un peu le même message. 3000, c'est un niveau qu'on connaît bien depuis octobre 2013. On a été à 3000 de très nombreuses reprises de octobre 2013 jusqu'à aujourd'hui. On était d'ailleurs revenu sur le niveau des 3000 ici au mois d'août 2015, lors de la correction d'août 2015. Donc on voit que malgré l'effondrement du pétrole très marqué, on est encore sur le niveau des 3000. Donc on a un très mauvais début d'année qui est dû à l'accélération de cet effondrement du pétrole, mais on reste quand même sur des niveaux attractifs d'accumulation pour un positionnement à moyen terme. Donc il n'y a pas de quoi paniquer quand on regarde le marché action européen. On a même de la place pour aller jusqu'à 27,75 qui ne remettrait pas en cause l'achat sur consolidation que l'on recommande d'un point de vue technique. Voilà. Donc d'un point de vue graphique, on peut anticiper un retour sur 3003. Donc 3003, c'est le niveau d'implémentation du QE. On le voit ici par la Banque Centrale Européenne de l'annonce de son QE en janvier 2015. Donc c'est vrai que, comme le disait William, les planètes sont alignées. La baisse de l'euro, on anticipe un retour sur 1,05. C'est un impact assez important sur la profitabilité des boîtes européennes. Le pétrole, les taux, l'environnement de taux structurellement bas, c'est aussi favorable pour les actions européennes. Le pétrole, en tant que tel, quand il n'est pas cher, c'est plutôt favorable. Donc s'il se stabilise, ça sera un facteur qui arrêtera d'être négatif pour le marché. Donc on peut utiliser la correction actuelle vers les supports majeurs de long terme pour rentrer en long dans le marché et viser un retour sur 3003 et 3005 si on franchit les 3003. Donc là, on voit une configuration assez similaire sur le CAC 40, qui est un peu moins propre graphiquement, avec un gros support aussi à 4120, qui est l'équivalent des 3000 sur l'Eurostoxx. Donc on voit ici un niveau d'accumulation intéressant depuis octobre 2013 aussi. Donc là, pareil, on anticipe un retour sur 4005, et si on franchit 4005, 4880. Le DAX. Donc le DAX, il avait beaucoup souffert au deuxième semestre 2015 avec la correction du secteur automobile, puisqu'il est très exposé au SXAP. Il a un peu moins souffert que le CAC 40 récemment. On a aussi un gros point d'accumulation, on n'y est pas encore, à 8900 sur le DAX, qui est l'équivalent des 3000 sur l'Eurostoxx et des 4120 sur le CAC 40. Donc on a encore de la place pour baisser jusqu'ici. Donc cette zone, c'est une zone d'accumulation intéressante à moyen terme. Le Nikkei, donc on voit aussi pareil, configuration alors, assez différente sur le Nikkei, mais on revient chercher les supports de long terme, notamment cette oblique ascendante depuis avril 2013 sur lequel on a rebondi à de très nombreuses fois. Et on a ce support intéressant à 16 900 sur le Nikkei en opportunité d'achat. Et on a un niveau qui coïncide sur le dollar-yen à 116,10, qui est aussi un gros niveau de support sur le dollar-yen sur lequel on a rebondi récemment. Donc des positions acheteuses qu'on peut aussi prendre à moyen terme sur le Nikkei, sur le niveau des 16 900. On visera un retour sur 19 100 d'ici à la fin du premier semestre 2016. Et puis j'ai sélectionné deux valeurs qu'on aime bien d'un point de vue fondamental et qui graphiquement sont intéressantes. Le premier titre, c'est Vinci. Donc, Vinci, on voit très bien la tendance haussière ici, matérialisée par le canal haussier depuis mi-2014. On est sorti de ce canal, on est passé dans une tendance plutôt latérale, mais on a un très gros support à 55,80 qui peut être utilisé, on le voit ici, pour prendre des positions acheteuses et viser un retour sur 62,40 € d'ici à la fin du premier semestre 2016. Et un autre titre qu'on aime bien, c'est Pernod Ricard, qu'on aime bien d'un point de vue fondamental et graphique, avec un support intéressant à 96 € sur le titre Pernod Ricard, qui peut être utilisé pour prendre des positions acheteuses. Donc on voit que c'est des titres qui ont moins souffert que les indices lors de la correction, lors de la correction qu'on a vue depuis le début de l'année. Donc on voit une certaine résistance de ces titres-là dans la baisse, notamment sur Vinci. Donc voilà, des titres qui reviennent proches de supports intéressants, de niveau d'accumulation intéressant sur le marché, puisque comme vous le savez, le graphique, c'est la mémoire du marché. Donc
c'est un outil intéressant pour les points d'entrée et les niveaux de prise de profit. Et une valeur, par contre, qu'on aime un peu moins, c'est une bancaire, c'est Unicredit. Là, on a un signal de vente qui a été donné sur Unicredit ici, on le voit très bien. Donc, figure de continuation baissière qui s'est construit sur du long terme. Et on anticipe une poursuite de la baisse de Unicredit en direction des 3 €. Donc là, on a vraiment une configuration graphique qui est très baissière sur le titre Unicredit. Donc, une position vendeuse d'ici à la fin du premier semestre 2016. Et l'euro-dollar, donc là on en a parlé avant, donc là on anticipe de nouveau un retour sur 1,05. On a un niveau de revente à 1,1050 qui a très bien fonctionné récemment, qu'on avait recommandé dans les webinaires. On anticipe de nouveau un retour sur 1,05 qui est un très gros niveau de support, parce qu'on s'est arrêté au premier trimestre 2015 sur 1,05. Donc il y a un niveau de prise de profit, donc des positions vendeuses sur l'euro-dollar autour de 1,0950. Et on anticipe un retour sur 1,05 et notamment drivé d'un point de vue fondamental par le différentiel de politique des banques centrales entre la Fed et la Banque centrale européenne, donc le différentiel de taux aussi, donc d'un point de vue fondamental, c'est aussi en ligne avec notre scénario graphique. Et voilà pour les convictions 2016. Merci Nicolas. Alors maintenant, fort de tout ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde, où nous sommes revenus sur les zones géographiques qui nous semblaient les plus porteuses, sur les risques à prendre en compte au moment d'investir, sur les configurations graphiques qui nous paraissaient les plus intéressantes et sur l'impact anticipé des possibles décisions des banques centrales en 2016. Je me tourne vers vous, Nathalie. Est-ce que vous pourriez nous aider à répondre à une question que beaucoup d'investisseurs ici présents, à mon avis, se posent, c'est-à-dire au moment de se constituer un portefeuille boursier ou de travailler au sein de son portefeuille boursier existant, quelle est l'allocation d'actifs qu'il est pertinent de privilégier en 2016? Une allocation très réactive. Merci de votre attention. Je vais peut-être un peu élaborer. Donc, quand on parle d'allocation d'actifs, c'est une allocation entre différentes classes d'actifs. Les fonds diversifiés, c'est-à-dire des fonds où il y a à la fois des actions, des obligations et d'autres actifs, normalement c'est construit pour en quelque sorte se protéger d'un coup de grisou qui peut arriver sur l'un ou l'une ou l'autre de ces classes d'actifs. Dans la configuration actuelle, compte tenu des taux obligataires, des rendements obligataires très très bas, on voit bien que la protection offerte par des rendements obligataires est très limitée, d'autant plus qu'on assiste régulièrement à des phénomènes de corrélation des marchés entre eux, c'est-à-dire que les marchés vont en même temps baisser ou en même temps monter. Donc avec ces constatations, quand je dis que l'allocation d'actifs doit être très réactive, c'est pas une plaisanterie, et c'est des choses qu'on met en œuvre dans nos SICAV et nos fonds communs de placement. Dès l'automne dernier, on avait commencé à réduire un petit peu le risque, donc risque action, mais aussi risque crédit. Et puis, après la forte baisse des actions qui est survenue en ce début d'année, on a décidé de revenir sur les actions. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de la réactivité. Et pour vous donner un ordre d'idée, généralement, nous prenons, encore une fois, dans ces portefeuilles institutionnels, des paris avec l'idée qu'on va les surveiller tous les jours, bien sûr, mais plutôt se poser sérieusement la question à un horizon de 3 à 6 mois. Là, on a réduit notre horizon de confort, comme disait William, de 1 à 3 mois. Donc on va être amené à prendre des paris tactiques, mais en ce moment, on est surpondéré sur les actions parce que nous considérons, encore une fois, que la réaction des marchés a été excessive compte tenu de fondamentaux économiques qui restent porteurs, compte tenu d'environnements de marché comme les fusions-acquisitions qui restent là aussi favorables. Je pourrais ajouter compte tenu des valorisations, mais ça nous paraît jamais être un argument toujours valable en tout cas. Typiquement, en ce moment, les marchés émergents sont bien sûr très fortement sous-valorisés, mais ce retour sur les actions, on l'a fait sur les actions développées plutôt que sur les actions émergentes, parce que cette sous-valorisation reflète aussi des problèmes plus fondamentaux dans certains marchés émergents. Donc voilà, encore une fois, des portefeuilles exposés au risque, où on garde aussi une exposition au crédit à haut rendement, malgré les risques qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc on a une exposition à la fois sur le crédit américain et sur le crédit européen. Mais c'est vrai que le crédit américain, c'est plus une position tactique, là encore après la dégradation des marchés.
et qu'on sera sans doute amené à conserver la position sur le crédit à haut rendement européen plus longtemps, parce que l'action de la BCE est là. Évidemment, la BCE n'achète pas directement du crédit à haut rendement, la BCE n'achète d'ailleurs pas directement du crédit, des obligations d'entreprise plus exactement, mais étant donné qu'elle achète des titres libellés en euros, finalement elle crée de l'appétit pour l'ensemble de ces titres. Donc voilà très rapidement nos portefeuilles à l'heure actuelle. Merci Nathalie pour vos conseils éclairés. Je vous propose maintenant d'aborder le dernier thème de cette table ronde avant d'arriver à la conclusion sur les stratégies gagnantes pour 2016. Et je vais me tourner vers François. François, chez Investir, quels sont vos secteurs et vos valeurs favorites pour l'année qui vient? Ce que je veux dire, c'est que pour choisir des valeurs, il faut voir que là, on a dépeint un petit peu le contexte économique. Vous l'avez compris, il y a des risques, beaucoup de risques. Mais encore une fois, c'est le choix des valeurs qui va être déterminant. En 2015, le CAC 40, il a progressé de 8,5%. Et au sein du CAC 40, vous avez eu un ArcelorMittal qui a perdu près de 60%, et vous avez un Peugeot qui a gagné 60%. Donc c'est vraiment le choix de la valeur qui fait vraiment la performance, même si parfois on a des marchés haussiers, il y a des marchés baissiers, et puis en 2014, on a eu un marché stable. Donc pour 2016, chez Investir, on recommande 5 grandes pistes d'investissement. La première, toujours, on n'en parle jamais assez, c'est la piste des valeurs moyennes. Pourquoi les valeurs moyennes? Parce que il y a un effet de saisonnalité. C'est maintenant qu'il faut les mettre en portefeuille, parce qu'on a toujours des débuts d'année qui sont plutôt sympathiques. Bon, ça a mal commencé en janvier, mais on pense que ça va se corriger. Les valeurs moyennes, on élimine en mettant des valeurs moyennes, sauf si on rentre dans un risque systémique, où là il y a une crise de liquidité, les gérants ne peuvent plus travailler, etc. Les valeurs moyennes, dans le passé, année après année, sont capables de battre les grandes valeurs, parce que tout simplement, elles ont un petit chiffre d'affaires et donc un potentiel de croissance beaucoup plus important. Et puis on élimine quand même beaucoup de risques. Le risque géopolitique, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus françaises ou européennes, le risque de devises, le risque de pétrole, le risque émergent, etc. Donc, on a des modèles économiques qui sont plutôt solides, des sociétés qui sont toujours capables d'améliorer leurs bénéfices. Donc, pour nous, ça reste une thématique très importante. La deuxième thématique, c'est le rendement. On est toujours dans un univers de taux bas, même si la Fed remonte ses taux, ça reste plutôt anecdotique, vraiment très marginal. Donc, on a un CAC 40 qui, en moyenne, est capable de distribuer 3,5% de rendement. Aujourd'hui, dans le monde actuel, où l'argent vaut plus grand chose, on a un livret A à 0,75 qui pourra encore baisser au cours de l'année. On va voir. L'or, bien sûr, vous le savez, ça ne rapporte pas de rendement. L'assurance vie, on a 2,5, mais les perspectives devraient continuer. Enfin, les prochaines annonces devraient annoncer des taux nettement inférieurs. Là, pour l'instant, on a eu plutôt des bons taux, parce que les bons élèves publient très tôt pour communiquer sur leurs taux, et les mauvais attendent les derniers jours pour annoncer, mais on devrait plutôt avoir des mauvaises surprises. Et on a des sociétés qui sont capables de distribuer des rendements assez sympathiques et qui ne seront pas remis en cause au cours des prochaines années. On a du Nexity qui propose du 4,9%, du Lagardère du 4,7%, du M6 plus de 5%. Donc là, en portefeuille, c'est quand même des valeurs assez sympathiques, et la baisse actuelle incite à les mettre en portefeuille. La croissance, j'ai donné le slide à BNP hier, mais la croissance a encore été révisée à la baisse par le FMI, donc ça c'était les prévisions à hier soir, mais aujourd'hui on le sait, dans le monde la croissance n'est plus attendue à 3,6% mais à 3,4%, et le FMI a révisé à la hausse la zone euro à 1,6 pour la passer à 1,7. Donc ça, c'est un petit peu vécu, vous voyez, ça change tout le temps. Ça confirme quand même la thématique numéro 4 qui est de dire la zone euro, c'est une zone très intéressante aujourd'hui. Le FMI a révisé à la hausse ses perspectives de croissance. C'est une zone où il y a toujours des taux bas. Les cours du pétrole, c'est quand même plutôt favorable au marché européen, contrairement au marché américain où il y a des producteurs, et on sait dans le S&P 500, vous avez 40 valeurs qui dépendent directement des cours de l'énergie. Ce n'est pas le cas en Europe. Et puis, on a une parité euro qui est assez sympathique. Si l'euro continue de naviguer entre 1,04 ou 1,10, c'est plutôt extrêmement favorable à nos entreprises. J'ai vu que chez BNP, on visait plutôt encore une baisse de l'euro, donc ce sera encore plus favorable. Et là, on a des acteurs qui en profitent, des Carrefour, des Veolia, des Vinci, qui sont très présents en France et dans la zone euro. Je continue de dérouler. Je reviens sur le point numéro 3, la troisième piste, la croissance.
Ben oui, on est dans un monde où la croissance, eh ben, elle n'est pas très sûre, elle est plutôt, on va dire, modeste, elle reste quand même solide parce qu'on est au-dessus de 3% de croissance mondiale, mais on a des sociétés qui sont capables d'afficher des croissances assez exceptionnelles, des croissances à 2 chiffres, et je pense que les sociétés qui sont capables, à l'avenir, d'afficher des croissances assez soutenues, eh bien, ce sont des sociétés qui vaudront encore beaucoup plus cher. On le sait, pendant une décennie en Chine, on a des taux de croissance à 2 chiffres, c'est plus le cas. Je pense qu'on n'est pas prêt de les revoir, en tout cas pas dans un horizon très proche. Aux États-Unis, tout le monde nous prédit des croissances de 3, mais finalement, on voit que les États-Unis, leur croissance, leur rythme de croisière, c'est plutôt de 2. En Europe, on est content quand on fait du 1,5, 2%, mais on ne pense pas qu'on va aller taquiner les 3, les 4 dans les prochaines années. Et donc, les sociétés qui sont capables d'afficher des croissances à 2 chiffres, eh bien, celles-là, elles vont vouloir très très cher. Et je pense que c'est aujourd'hui ces valeurs-là qu'il faut acheter. Je sais, il faut être un petit peu contrariant dans les marchés difficiles, mais c'est comme ça qu'on a des bons points d'entrée. 5e piste, eh bien, c'est un secteur extrêmement solide, pas très médiatique, mais c'est le secteur de la santé. Parce que le secteur de la santé, vous éliminez quasiment tous les risques, sauf si vous mettez dans la santé des biotech. Là, bien sûr, c'est pour les amateurs de sensations fortes, mais si vous rentrez du Biomérieux qui se redresse, du Guerbet qui vient de doubler de taille, du Sartorius Stedim qui est capable d'afficher 40% de croissance, je pense que c'est très intéressant aujourd'hui. Donc on ne les achète pas pour le dividende, on les achète pour la croissance et puis surtout pour la visibilité. On l'a vu, on en a parlé, même les banquiers centraux ont une visibilité, allez, à 1 mois, à 2 mois, ils ne savent pas exactement. Je pense que Janet Yellen ne sait pas si en mars elle va augmenter ou pas ses taux, ça va dépendre du pétrole, ça va dépendre des prochaines statistiques. Donc on est dans un univers où la visibilité est extrêmement faible, 1 mois, 2 mois. Et là, dans le secteur de la santé, vous avez des visibilités à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, et ça, au point de vue d'un actionnaire, eh ben, c'est quand même intéressant. Des fortes barrières à l'entrée, des sociétés qui ont pignon sur rue, des niveaux de valorisation qui redeviennent à nouveau intéressants. Et donc, c'est notre 5e piste d'investissement pour 2016. Merci François pour ces pistes d'investissement. Maintenant, nous arrivons à la conclusion de cette table ronde où chacun de nos intervenants va nous faire part de sa stratégie d'investissement favorite pour 2016. Je propose de commencer avec vous, William. Quelle est votre stratégie favorite ? Tout d'abord, je suis économiste, donc voilà, je vous donne mon point de vue personnel, il ne faut pas le considérer comme un vrai conseil de la banque, mes collègues le feront. Je pense que l'enseignement qu'on peut tirer de l'expérience des marchés financiers depuis 2009, c'est que les marchés boursiers des pays dont la Banque centrale mène une politique agressive, assouplissement quantitatif, et où, suite à ça, la devise a plutôt tendance à baisser, à s'affaiblir, que ça sont les marchés où il faut être. Donc, ça veut dire qu'au niveau européen, zone euro, c'est vraiment l'univers de prédilection à cause de ce soutien qui vient de la politique monétaire, à l'image de ce qu'on a vu pendant des années, de ce qui s'est passé aux États-Unis, et puis sur une période plus courte de ce qui s'est passé au Japon. En même temps, je vous invite aussi de suivre de très près ce qui se passe dans le monde émergent. La corrélation entre la dynamique en Chine, les nouvelles en Chine, et toute une série de marchés, de classes d'actifs est extrêmement élevée entre Chine, autres pays émergents, pétrole, matières premières. En tant qu'économiste, je pense qu'il y aura un point dans le courant de cette année où les inquiétudes qu'on a par rapport aux perspectives de croissance commenceront à s'estomper. Ce sera le résultat de la réaction de l'économie aux impulsions qui ont déjà été données dans le passé. Et donc, pour l'instant, on attend les résultats, mais ces résultats se manifesteront et ce sera aussi le résultat de nouvelles impulsions qui seront données. Donc, le jour où la Chine affiche une conjoncture qui est nettement moins inquiétante de ce qu'on a vu ces derniers trimestres, ça changera quand même la donne. C'est à ce moment-là que les investisseurs qui ont laissé complètement de côté les marchés émergents et tout ce qui gravite autour vont bien évidemment se repositionner. Et par exemple, ça peut également se refléter dans des valeurs exportatrices européennes qui sont très dépendantes de ce qui se passe dans cette partie du monde.
le gros bémol très important, c'est qu'il faut vraiment garder ça au plein milieu de votre écran radar, mais il faut bien évidemment attendre qu'il y ait un catalyseur qui se manifeste. Donc ceci n'est pas une incitation ou une invitation à vous précipiter, mais le jour où ça change, alors là, ça va être fort comme dynamique. Mais pour l'instant, on attend le catalyseur. Merci William. Je me tourne vers vous Nicolas maintenant pour avoir le point de vue de l'analyste technique. Alors moi, comme on l'a mentionné précédemment, je serai acheteur des actions européennes donc sur les niveaux actuels. J'utiliserai la correction actuelle pour accumuler en long des actions européennes. Pareil pour le marché américain. Et je resterai vendeur de l'euro-dollar direction 1,05. Merci Nicolas. Quant à vous, Nathalie, quelles seraient vos stratégies à privilégier en 2016 ? Peut-être pas forcément pour l'ensemble de l'année 2016, mais en tout cas en ce début d'année, on continue à afficher une préférence pour les small cap européennes, parce que ça représente finalement tout ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille en ce moment, c'est-à-dire des actions développées qui vont jouer la croissance de la zone euro, comme ça a été dit, à travers la demande intérieure. Encore une fois, on voit que le thème de la valorisation n'est pas pertinent dans ce cas-là, parce que bien sûr, après leur très beau parcours en 2015, les petites capitalisations sont surévaluées par rapport aux grandes, mais on pense qu'il y a quand même quelque chose encore à aller, quelque chose qui reste de positif pour cet indice. Donc voilà, c'est notre spot du moment, mais je partage tout à fait l'avis de William. Il faudra ressonger au marché émergent, mais à la différence des autres années, et d'ailleurs ça s'observe depuis bientôt 2 ans maintenant, il ne s'agit pas d'essayer d'anticiper une amélioration de l'économie émergente, mais bien d'avoir les preuves tangibles de cette amélioration pour que les investisseurs s'y intéressent à nouveau, et là, pour le coup, prennent en compte le thème de la valorisation. Merci Nathalie. Et on va donc conclure avec le point de vue de la rédaction d'Investir. François, quelle stratégie privilégier pour investir en 2016 ? Alors pour 2016, je vous ai présenté 5 thèmes d'investissement il y a quelques minutes. Donc vous avez vu ces thèmes d'investissement, ils ont comme point commun plutôt une stratégie prudente. Et là, pour ajouter un 6e thème, j'ai envie de prendre un peu de risque, c'est de mettre du pétrole. Aujourd'hui, plus personne n'en veut. Vous avez compris, autour de cette table, la plupart des intervenants sont plutôt extrêmement prudents, voire en tout cas, pas beaucoup de morale. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est dans les marchés où tout le monde est noir. Je me dis, avoir du Total aujourd'hui en portefeuille, qu'est-ce qu'on prend comme risque ? Total, c'est une entreprise qui a déjà traversé des hauts et des bas. C'est une entreprise qui a déjà bien vécu avec un prix du baril à $10. On est à 30. Bon, ça peut tomber à 10. On n'en sait strictement rien. Mais en tout cas, on sait qu'à 10, Total, ça survit. On sait qu'aujourd'hui, Total est capable de distribuer un dividende, allez, 6-7%, parce que le titre a beaucoup baissé. Il y a de fortes chances que si en 2017, il n'y a pas de remont des cours du pétrole, ils révisent à la baisse leurs dividendes. Mais vous aurez toujours, allez, du 5%. C'est pas très grave si vous passez de 6 à 5. Et donc, vous avez une société qui a un bilan solide, qui aujourd'hui gèle tous ses investissements. Vous avez un rendement, encore une fois, qui n'est pas garanti parce qu'ils vont réduire leurs dividendes si les cours du pétrole restent déprimés. Mais aujourd'hui, plus personne n'en veut. Et je pense que c'est une société qui va traverser la crise et qui est capable de survivre. Ce n'est pas le cas du parapétrole où il y aura des morts. Je pense que dans des acteurs comme Total, eh bien, c'est dans les situations où tout le monde est noir, archi noir, en avoir un tout petit peu, je ne dis pas que c'est une grosse position à prendre, parce qu'on a plutôt une stratégie offensive, mais c'est comme une équipe de foot. Aujourd'hui, tout le monde a peur, on n'a que des défenseurs. Mais tout le monde fait ça, tous les gérants, aujourd'hui, ils blindent, ceinture, bretelles, etc. Avoir un petit attaquant, une petite ligne comme ça, la laisser traîner, vous avez le dividende qui vous permet d'attendre, et peut-être que vous aurez des plus-values à la clé. Voilà. Merci François, c'est maintenant la fin de notre table ronde. Je tenais une dernière fois à remercier nos participants d'avoir accepté notre invitation ce soir et vous tous d'être venus ce soir. Merci à vous. Merci Audrey.